Alors, non, c'est pas celle-là. Oui, oui. Donc, nous sommes à la 6e séance de séminaire de Patrick Ballas. Aujourd'hui, nous l'entendrons parler de Die Endliche and Unendliche Analyse. Voilà, c'est ça. C'est le titre en allemand. Alors, d'abord, y a-t-il un terme logique à l'analyse? C'est une question qui m'a été posée par Isidore Duncan et je vais tâcher de lui donner quelques réponses aujourd'hui. Parce qu'il y a différentes formes de fin d'analyse qui ont été décrites au cours de l'histoire du mouvement, mais c'est moins effectivement cette dimension historique qui m'intéresse que de les rapporter à ce que nous appelons la structure. Alors, il faut d'abord partir de ceci que Freud savait, alors que pour nous c'est suivant: comme analyste, le savoir inconscient est un supposé, ce qui d'ailleurs nous donne la possibilité d'inventer du nouveau. Au départ, Freud renonce à l'hypnose et invente la psychanalyse comme une méthode thérapeutique, cure par la parole, talking cure, comme lui donne le nom Anna O, méthode thérapeutique qui vise à guérir le patient de ses symptômes qui sont interprétés au fur et à mesure de l'anamnèse. Et la valeur de la guérison psychique, confirmant la fin de la cure, était laissée à l'appréciation des patients. Au fond, c'est ce que Lacan va dire aux Américains dans ses conférences aux États-Unis de 1975. Il y a été invité par l'intermédiaire de Jacobson. C'est ce qu'il dit à son parterre d'analystes américains. Il dit, après tout, quand le patient est heureux, on peut considérer que la cure peut se terminer. Alors évidemment, il y a une dimension pour lui d'avoir aménagé les Américains compte tenu de tout ce qu'il leur a dit depuis le début de son enseignement quand même. Pour parler de fin recevable, Freud exige au moins la résolution normale de l'Oedipe, dont il va ramener une fois de plus les coordonnées dans son texte Princeps de 1937, qui est la suite logique de ses textes sur les règles techniques psychanalytiques, et qui est même en quelque sorte son testament et même ses adieux à la psychanalyse. Die Endlich und die Unendliche Analyse. C'est le terme en allemand qui a été traduit en français par Anne Berman, qui a été publié en 1939, Analyse terminée, analyse interminable. Et puis la dernière traduction française a été donnée par le groupe Bourguignon dans la collection PUF sous le terme de analyse avec fin et analyse sans fin. En réalité, il s'agit du fini et du transfini, comme le souligne Lacan, reprenant les termes de Freud, à savoir qu'elle finit pour autant qu'elle doit être située dans une projection transfinie de son but. Je lui donnerai des explications à ces termes. Il faut, à mon sens, entendre ce but comme celui dont il s'agit dans la pulsion. Vous savez que le but de la pulsion, c'est pas d'atteindre l'objet, puisqu'il sert justement, il est contourné, il est indifférent de sa nature et il est remplaçable à volonté, mais le but, c'est la satisfaction. Comme le disent par exemple les commentateurs de football au Brésil, goal, comme ça, c'est vraiment une illustration de ce que ça peut être. Au départ, la pulsion, on peut dire qu'elle émerge
de sa source, elle est acéphale. Et au retour de son mouvement, justement, c'est un sujet divisé qui en résulte, son fantasme devenant la pulsion. Alors j'ai écrit ça au tableau, sur la deuxième ligne. Vous avez le sujet divisé par rapport à l'objet, ça c'est l'écriture du fantasme. Or, en réalité, la pulsion, elle fonctionne silencieusement dans le fantasme, et d'une certaine façon, chez le névrosé, son fantasme fonctionne comme la pulsion, c'est-à-dire que l'objet de son fantasme, c'est en fait la demande de l'autre. Il veut qu'on lui demande de désirer. C'est ça que ça veut dire. C'est un mythe qui se produit comme ça. Donc, fin de cure comme étant l'analyse qui aboutit à ce que la pulsion, le fantasme devienne la pulsion et fonctionne comme la pulsion. Pour Freud, cette satisfaction était obtenue par la levée du refoulement, le symptôme ayant été interprété et en quelque sorte dissous. Cette satisfaction durable est probablement à distinguer de la pulsion obtenue dans la sublimation, puisqu'il s'agit dans la sublimation, qui se fait sans analyse, d'une satisfaction obtenue de la pulsion sans refoulement. Donc c'est un peu différent, n'est-ce pas? Et Freud d'ailleurs pointait le fait que pour lui, le névrosé ne pouvait pas sublimer. C'est Freud qui le disait à l'époque. Donc ça, c'est à discuter. Il désigne les frontières de l'analyse en ce point irréductible qui, dans certains cas, laisse pour l'homme une sorte de blessure, ce sont ces termes, qu'il appelle le complexe de castration. Alors, le complexe de castration, il n'est pas à entendre au sens où on est complexé, il est à entendre au sens où c'est une structure complexe. Alors, je lui donne une écriture lacanienne pour qu'on le saisisse un peu, c'est à la ligne d'en haut. C'est que si vous prenez la définition de Lacan des signifiants, le signifiant représente le sujet auprès d'un autre signifiant, sous la barre, il y a un certain nombre de termes qui apparaissent. Il y a d'abord le sujet, il y a le moins fi, le phallus imaginaire, perdu, il y a la signification, il y a l'objet petit a, à cause du désir, et puis il y a aussi le désir, qui n'est pas tout à fait pareil que l'objet qui le cause. Donc ce sont des termes, en fait, hétérogènes, qui constituent une sorte de constellation autour de la faille que représente finalement la castration. C'est ça qui est complexe, c'est ça que ça veut dire. Vous retenez ça pour l'instant, on développera ça bien entendu dans d'autres séances. Pour l'homme, donc, il a le dit phallus sans l'être, c'est-à-dire sur le fond qu'il ne l'a pas. Si on veut comprendre justement que le phallus compte en tant qu'il est dit comme tel, et qu'il n'est pas à confondre avec le pénis. D'où résulte pour l'homme, à la sortie de l'Oedipe, ce complexe de castration, la peur d'être châtré, alors qu'il y était entré sous la forme de l'angoisse. C'est ça qui reste comme terme dans la fin de la cure. Pour la femme, la position est dissymétrique. Elle est le phallus en tant qu'elle ne l'a pas. Alors, ce qu'on appelle le pénisneid, qui serait l'envie de pénis, ou dans des cas extrêmes, la rage du pénis, la rage concerne essentiellement celles qui ne reconnaissent pas ça, du fait de leur incompréhension que le phallus n'est qu'un semblant d'un signifiant. Il est dit comme tel par tous les discours qui existent depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et que d'une façon générale, la plupart des femmes le savent. Et elles le laissent à l'homme parce qu'elles s'en foutent,
finalement, hein, sachant combien c'est un encombrement narcissique qui accable les hommes, et en réalité, une femme ne saurait être privée d'un organe qu'elle n'a pas. Il en résulte, à la sortie de l'Oedipe, qu'une femme qui était rentrée par le biais du complexe de castration, donc différents objets qui viennent autour d'une faille pour elle, à la fin, elles en sortent par l'angoisse, qui chez elles fonctionne comme castration, dont après tout, il semble bien qu'elle s'en débrouille mieux que l'homme. Finalement, pour Freud, ce que vise l'analyste, c'est de permettre à un homme, ou à une femme bien sûr, d'aimer et de travailler. Voilà, il y arrive à cause de l'analyse, et il ne démordra jamais de cette visée, hein, indiquant par là que le sujet peut renouer de nouveaux liens sociaux. Donc, avec les autres discours dont il était en général coupé du fait de sa névrose. Et finalement, l'analyse se termine quand le patient et l'analyste, c'est des termes de Freud, ne se retrouvent pas au rendez-vous de leur travail. Du côté du patient, celui-ci ne souffrirait plus de ses symptômes, ayant surmonté ses angoisses et ses inhibitions. Et du côté de l'analyste, il aurait considéré que tout le refoulé aurait été réduit, levé, sauf bien sûr l'originaire. De sorte que la contrainte de répétition serait rompue, la cure ayant été poussée suffisamment loin. Alors, suffisamment loin pour que rien de nouveau puisse apparaître. Alors évidemment, c'est une formulation qui est un peu étrange parce que il ne faut pas confondre la contrainte de répétition que représentent les symptômes et la répétition en elle-même qui est en fait une répétition des traits lunaires, en gros, et que c'est toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau dans la répétition, ce n'est jamais la répétition du semblable. Alors on pourrait utiliser l'expression entre dire que c'est du pareil au même, sauf que du pareil au même, il y a toujours la place pour une petite différence. Freud parle de la beauté irréductible de la castration, du roc de la castration, qui est pour lui rapportable au biologique, parce qu'il considérait, lui, que l'anatomie, c'est le destin. Or, il a pris un nouveau virage en 1920 avec sa deuxième topique qui vont brouiller toutes les coordonnées de la première topique. Il va traiter des facteurs constitutionnels, c'est-à-dire acquis, qu'il opposait aux facteurs innés. Il va cependant, pour notre confusion, mettre l'accent sur le facteur quantitatif, autrement dit la force pulsionnelle, plutôt que sur son facteur, je dirais, qualitatif. Et là, première erreur, ou en tout cas première difficulté, il se contredit par rapport à ces théories des pulsions, dont il va donner une nouvelle définition en 1929 en disant que la pulsion est un être de mythe grandiose dans son indétermination, donc, avec ces termes, rapportable à la structure, et pas du tout au biologique, c'est-à-dire une structure qui existe, comme on le dit, hors symbolique. Alors que dans sa première topique, alors évidemment là, il s'agit de ne pas confondre la logique du vivant avec la logique du signifiant. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça ne s'accorde pas, contrairement à ce que nous racontent les neurosciences, qui essayent de les faire conjoindre, parce qu'ils veulent oublier la dimension langagière de l'être parlant. Dans sa première topique, par exemple, il dit que le système psi et oméga transformerait la quantité d'énergie qui avait été tamponnée par les neurones phi en qualité. C'est-à-dire que c'était des systèmes, surtout le système oméga, qui consomment très peu d'énergie, avec un principe de constance.
Donc, par cette démarche, comme il parle en termes d'énergétique de la pulsion, eh bien, il va la substantiver. Alors qu'elle n'est pas un phénomène observable. On ne peut pas identifier la pulsion comme ça, elle n'est pas observable. Et par conséquent, on ne peut la trouver fonctionnant silencieusement dans le fantasme qu'à la saisir dans la grammaire. C'est pour ça que Freud parle des pulsions en termes qui traduit son mouvement pulsionnel, voir, être vu, être entendu, être parlé, être entendu, toute cette série de termes. Et il va montrer justement comment fonctionne la pulsion dans son fantasme au bas un enfant, où il va rétablir la logique de fonctionnement du fantasme à travers lequel la pulsion se manifeste, en disant que dans le fantasme originaire, le sujet parle d'un enfant battu, scène qu'il observerait ou pas, ou qu'il imagine, mais qui procurerait chez lui aucune manifestation particulière. Et dans le cours de l'analyse, il va trouver à l'origine un fantasme qui est « mon père bat un enfant que je hais », donc introduction d'une subjectivité, et il va extraire une clausule, où il va fabriquer une clausule intermédiaire pour passer du stade 3 au stade premier, qui est le stade intermédiaire « moi, je suis battu par mon père ». Et de fait d'être battu par le père, est une façon de recevoir le message pour le sujet qu'il est aimé. On voit donc tous les transferts qu'il y a de la satisfaction pulsionnelle de l'un à l'autre. Hein. Bon, je reprendrai ça un petit peu plus loin. Au fond, c'est ce fantasme « moi je suis battu par mon père » qui n'est jamais retrouvé, qui est une construction dans l'analyse, c'est une façon pour le sujet d'assumer un désir incestueux qu'elle a pour le père, parce qu'elle peut jouir de ça tout en étant punie. Hein, parce que c'est l'aveu que le père l'aime. Donc voilà. Dans sa deuxième topique, il va en résulter beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Le moi va devenir la conscience, qui serait un indice de réalité, une sorte d'instance de maîtrise du principe de réalité et même de la réalité. Le ça, qui était le réservoir des pulsions, est substantivé et il est traité en termes de physique et d'énergétique comme étant le biologique et l'organisme vivant. Sur cette pente, qui vont témoigner des conséquences de l'échec de son élaboration d'une métapsychologie, parce qu'il échoue, et il échoue précisément sur le problème économique et énergétique, parce que l'énergétique, ça se rapporte à la physique, et ça suppose des constantes, pour parler de l'entropie, puisqu'il y a toujours une dégradation de l'énergie. Tout ça, c'est des... Et Lacan n'a jamais cherché à élaborer une métapsychologie. Freud, donc, comme conséquence logique de ces positions, il va en arriver à parler du nouage entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, qui est une extrapolation très hasardeuse de sa théorie des pulsions, qui en émousse le tranchant et qui, sur le plan biologique, est une hérésie. Alors là, je vais l'appuyer très fort, ce truc-là, pour pas que ça s'oublie. Ce couplage avec lequel on nous emmerde depuis l'Antiquité, entre Eros et Thanatos, ne tient pas debout. D'abord, rappelez-vous que chez les dieux grecs, les dieux étaient dans le réel. Hein. Bon, ça c'est un peu. Il y a bien des pulsations de la vie, dont on ne sait rien d'ailleurs, parce que la vie ne veut pas mourir, et elle est plutôt du côté de la prolifération, comme en témoignent nos aventures démographiques modernes, ou éventuellement dans d'autres espèces animales, et la vie se situe plutôt du côté de la moisissure. Ça prolifère, il suffit de regarder partout pour voir que c'est comme ça. Par contre, il y a des sujets qui veulent mourir, hein, pour des raisons diversement valables, mais ça, c'est pas du tout pulsionnel, ça.
c'est plutôt du côté de passage à l'acte, très rarement d'actes authentiques, réfléchis et consentis, comme l'illustre le suicide d'Empédocle ou éventuellement de Socrate. Autrement dit, puisqu'on parle de la mort du sujet, Lacan peut situer la mort du côté du symbolique. Donc la mort est hors corps, du côté du symbolique, soit du langage qui parasite le corps en animant sa jouissance et en même temps en la mortifiant, en lui donnant une limite. C'est pour ça qu'on peut parler de mort à ce niveau-là. D'ailleurs, il faut faire la distinction, chez l'être humain d'ailleurs, entre la mort de l'être, l'anéantissement de l'être, et ce que pourrait être la mort physique dont on ne sait pas toujours où ça se situe bien, puisqu'on fait maintenant des cultures d'organes, et on peut même entretenir un corps humain pendant des dizaines d'années en vie, alors que son cerveau ne fonctionne plus. Donc la mort, elle existe chez les êtres humains, mais pas chez les animaux. Les animaux ne meurent pas, ils disparaissent, sauf quelques espèces domestiques, uniquement parce que les hommes leur attribuent une âme comme eux. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. La pulsion apparaît donc, je le dis en utilisant un terme de Freud, de Lacan plutôt, comme un écho dans le corps qui a dû dire. Impact de la castration, ajouter symbolique, c'est pas la peine, c'est un pléonasme. Hein. La castration, elle est toujours symbolique et elle se distingue de la frustration et de l'éviration. S'il est vrai que la pulsion n'est pas toute significantisée, ça c'est possible qu'elle ne soit pas toute comme ça. Hein. Toute la vie ne passe pas dans le signifiant. Freud ne s'y trompe pas quand même, puisqu'il la désigne du terme de tribe. Il l'appelle trible et non pas du terme d'instinct. C'est bien pour distinguer l'instinct animal de la pulsion chez l'homme, qui n'est pas du tout la même chose, pour ne pas faire confusion, alors que dans des textes analytiques, c'est constamment fait. Hein. Ne parlons pas de ce qui se dit dans les journaux, de l'instinct maternel et autres fariboles concernant nos rapports aux objets. Lacan, d'ailleurs, va finir par évacuer cette dimension de la pulsion parce qu'il va la transformer en utilisant le terme de drive, par le biais du terme de drive, comme dérive de la jouissance, qui colle justement à l'idée que tout le corps peut être une zone érogène. C'est-à-dire que le terme de pulsion disparaît chez Lacan vers la fin et est réduit à la dérive de la jouissance, qui n'est pas n'importe quelle jouissance, hein, qui n'est pas la jouissance ruineuse des symptômes. Donc il y a l'horizon là de ce qu'on pourrait appeler la satisfaction obtenue en fin de cure. Freud, au fond, il le sait quand même, il le sait puisqu'il parle dans le développement de la subjectivité de caractère acquis et non pas inné de ce qu'il appelle les facteurs constitutionnels qui sont toujours rapportés à l'histoire et au temps. Alors évidemment, il y a une difficulté aujourd'hui parce que du point de vue biologique, on s'est aperçu que on sait maintenant que la sélection des espèces et le développement des espèces ne dépend pas simplement du choix des espèces les plus costauds, les plus solides pour subsister, mais que l'évolution, elle est aléatoire, elle est contingente, elle est opportuniste. On ne peut jamais la calculer à l'avance. Donc là, il y a un petit brouillage qui peut s'introduire. Alors, s'agissant de l'acquis dans les facteurs constitutionnels, pour parler de l'intensité de la pulsion, elle dépend pour Freud de sa date d'apparition. Donc, il parle de l'importance de ce qu'il appelle la précocité sexuelle, en particulier déjà chez le nourrisson, sa durée, avec le développement non synchrone de ses composantes
homosexuel ou hétérosexuel. Ensuite, la préservation, quelle est la composante qui va rester dans le cours de l'évolution et celle qui va rester fixée à un stade antérieur, qui va donc déterminer l'orientation sexuelle d'un sujet, et les fixations qui orientent vers les choix d'objets et les manifestations de la sexualité à la puberté et à l'adolescence. Voilà, tout ça, c'est situé dans un registre du temps et de la contingence. Cette deuxième topique brouille nos repérages de la première topique. Alors qu'auparavant, les formations de l'inconscient, symptômes, rêves, lapsus, actes manqués, mots d'esprit, étaient considérés comme des retours du refoulé, le rêve distingué comme une voie royale, mais qui n'est pas à confondre avec l'inconscient, contrairement à ce que beaucoup de gens font. C'est une voie d'accès, mais ce n'est pas l'inconscient. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que finalement Lacan il va mettre le rêve au même niveau que les fantasmes et les rêveries diurnes et tout le reste. Hein? Il va les homogénéiser du point de vue du fonctionnement. Ces formations, donc, comme retour du refoulé, qui se combinent d'une façon ou d'une autre, on les retrouve dans toutes les structures de la subjectivité. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les symptômes avec ce que l'on appelle des positions différentes du sujet par rapport à la structure de langage incorporé, dont se détermine la névrose, la psychose ou la perversion, qui pour Lacan sont des positions normales du sujet. Là, c'est très important. Alors, dans cette deuxième topique, la névrose, entre autres, je serais resté sur celle-ci simplement, va devenir la manifestation d'un conflit entre le moi et le ça, submergé par la trop grande poussée du ça. Autrement dit, le moi se substitue au sujet de l'inconscient. Le ça va se substituer à l'inconscient, qu'on ne retrouve plus dans la deuxième topique. Et ça va avoir des conséquences. Alors que Freud, auparavant, proposait un déchiffrage littéral de ces formations de l'inconscient, vous connaissez l'histoire du fétichisme, où il analyse son histoire de brillant sur le nez à partir d'une phrase. C'est un sujet qui, dans l'enfance, a été élevé dans une nurserie anglaise et lui était resté comme ça, comme souvenir écran, un brillant sur le nez, glance at the nose. Et quand il retourne dans son pays d'origine en Allemagne et qu'il retrouve sa langue, ça, il y a une traduction qui se fait glance at of der Nase, c'est-à-dire regarde le nez, qui est la condition du fétiche. Il faut qu'il y ait un brillant sur le nez pour que ça devienne un objet fétiche. Alors je vous signale que le cas du fétichisme, c'est en fait le mot loup. Ça, Freud ne le dit pas quand il développe son histoire du fétichisme, c'est quand même le mot loup dont je vous avais dit les dernières fois que c'était vraiment la serpillière des analystes qui l'ont mis à toutes les sauces pour en parler. Hein. Donc, voilà, proposer un déchiffrage littéral de ces formations, à présent, Freud se demande, est-il possible de dompter la pulsion pour faire disparaître le conflit? C'est quand même un terme assez étrange. Hein. Et il parle de renforcer les digues contre la marée des vagues pulsionnelles. On est là dans l'analogie avec son fameux assèchement du Zuiderzee, quand même, hein, qui a fait les beaux jours de nos littératures. Je vous parle de tous ces points-là parce que c'est des choses que l'on retrouve dans la littérature analytique et c'est important de savoir d'où ça vient. La mère, vous vous rendez compte, la mère, les auteurs français se sont précipités dessus après ce que leur a ouvert comme brèche Mélanie Klein. La mauvaise mère, bien entendu, ça abonde dans les textes. Quoi qu'il en soit, tout ça, le fluide mythique qu'était la libido, et qui, chez Freud, se définissait comme une
une jonction entre le désir et le plaisir. Il ne parlait pas de jouissance, Freud, très peu. C'était un lien des deux. Et ben, il s'agit d'en maîtriser le déferlement. Et il va utiliser des termes étranges, il va parler de viscosité ou au contraire de trop grande plasticité de la libido, comme faisant résistance à l'analyse. Et au lieu d'analyser et d'interpréter les résistances de discours, comme je vous l'ai illustré avec le cas du fétichiste, on porte l'action analytique sur le renforcement des défenses du moi, pour maîtriser les pulsions et les maintenir refoulées. Là, on est en plein dans la pente anafreudienne, dont on va hériter, avec sa suite américaine, du moi autonome. Donc, où est l'inconscient dans tout ça? On comprend aussi pourquoi le surmoi, à propos duquel Freud avait parlé auparavant en termes de censure et de tripotage des textes, ce sont ses propres termes, est devenu finalement cicatrice normale de l'Oedipe. Alors qu'en réalité, héritier de l'Oedipe, alors qu'en réalité, l'inconscient qu'il avait appelé internal saboteur, l'inconscient, le surmoi, est la part dans l'inconscient de ce qui n'a pas été intégré de la loi. Autrement dit, la loi, c'est la loi du désir qu'il ne faut pas confondre avec les règlements du monde, même si ces derniers ont un rapport d'horizon avec la loi. Alors là, c'est très clair avec Antigone, on voit bien qu'elle obéit à la loi du désir et non pas du tout aux lois du bien promues par Créon. Le surmoi, qui a une fonction symbolique, et non pas imaginaire malgré son nom, fonction symbolique de faire coupure dans la dialectique du désir. Il n'est pas normatif, mais il est obscène et féroce, et plus on cède à ses exigences, et plus elles se renforcent, et ça, Freud le souligne quand même, le sujet ne peut pas s'y retrouver. Sur cette pente freudienne, là où il fallait lever les interdits, qui étaient cause du malaise dans la civilisation, Freud semble indiquer qu'il s'agit de les renforcer, ces interdits. Néanmoins, quand même, il finit par désigner le moi normal comme une fiction idéale. Comme il va à nouveau, dans la suite, distinguer le refoulement des autres mécanismes de défense du moi. C'est tout ça, c'est dans le même texte, hein, c'est ça qui est important. Et il procède, dit-il, par interprétation et construction. Alors l'interprétation, on a vu comment il opère là-dessus. Construction, c'est ce que je vous ai rappelé à propos du fantasme au bain un enfant. On introduit des clausules logiques dans un texte où elles manquent pour en suivre la trame et lui restituer un sens compréhensif. Et il finit d'ailleurs, alors c'est comme ça qu'il traite le fantasme en bas un enfant, mais aussi c'est comme ça qu'il traite les souvenirs écrans. Alors, on connaît son acharnement avec l'homme au loup qui lui a produit un rêve qui est une forme de souvenir écran pour lui faire absolument avouer une scène originaire, et l'autre finit par lui la donner dans ce rêve dont on se demande s'il a été rêvé, d'autant plus qu'on a fait des interprétations très poussées au niveau de la guêpe, au niveau du W, enfin toute une série de termes comme ça. Enfin bon, ça est à prendre comme ça, alors que le souvenir écran, il a autant de valeur qu'un souvenir réel. L'important, c'est sa construction et non pas le réel originaire dont il viendrait. Freud n'oublie pas non plus de dire que le moi, parce que là il revient sur ses positions antérieures,
habitué qu'il est à fonctionner dans son système, peut craindre de guérir. D'où ce qui engendre parfois ce qu'il appelle la réaction thérapeutique négative, ce qui arrive dans les analyses finalement assez souvent. Au moment de la révélation de quelque chose, on va toucher quelque chose qui va changer radicalement, disons, la trajectoire historique d'un sujet, il renonce. Et il s'en va avec ça, réaction thérapeutique négative. Parfois vous le revoyez 5 ans après, où il est resté en panne, et des fois vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Mais heureusement, Freud, avec sa rigueur et sa profonde honnêteté intellectuelle, ça c'est important, ça, l'honnêteté intellectuelle. On peut se tromper, mais l'honnêteté intellectuelle, c'est une vertu. Il va aborder la question de la prévention des conflits à venir, et là, il va donner quelques règles techniques tout à fait intéressantes. Faut-il agir sur la réalité en imposant des renoncements pulsionnels, comme il le présentait au début en parlant d'abstinence? Il faut dire que les cures duraient 6 mois à l'époque du début avec Freud. Donc, on demandait au sujet d'éviter de faire des actes majeurs pendant cette période-là, parce que ça pourrait être des passages à l'acte ou des acting out. Donc, là, il dit non. Pas de règle de ce registre-là. Ce qui ne l'empêche pas de les avoir appliqués pendant très longtemps. Faut-il que l'analyste fasse immixtion dans la vie du sujet en le conseillant, ou en jouant, par exemple, les rôles différents qu'il lui attribue dans le transfert? C'est non. Pourquoi? Parce que le transfert, c'est une suggestion, même si elle se différencie de la suggestion de l'hypnose comme étant une suggestion interprétée. D'autre part, il souligne que les mesures prophylactiques que l'on pourrait donner à un sujet sont inefficaces. Par exemple, délivrer du savoir sur la sexualité aux enfants les laisse froids. Vous savez, la fameuse éducation sexuelle dont on nous rabat les oreilles depuis déjà plus de 30 ans, eh bien, dit-il, ça les laisse froids, ça n'a aucune efficacité, parce que pour lui, les théories sexuelles infantiles sont bien plus efficaces. Il a besoin de ces constructions qui sont d'ailleurs tout aussi élaborées que celles des adultes. Finalement, c'est une grande question. Ils ont un savoir sur la sexualité qui n'est pas moindre que celui des adultes, même s'ils ne connaissent pas très bien ce qu'est la réalité anatomique de la population. Mais du point de vue de la jouissance, très précocement, les enfants très jeunes peuvent éprouver des orgasmes qui ne sont pas forcément avec éjaculation, mais qui sont de réels. C'est ce dont témoigne le petit Hans avec son fameux charivari, par exemple. Et c'est pour ça qu'il pose des sacrées questions à sa mère. Faut-il raccourcir les cures? C'est non. Il parle de son échec avec l'homme au loup. Faut-il, en cas de résistance dans une cure, changer d'analyste? Là, il est plus prudent. Il dit c'est pas indiqué, parce que même si c'est possible, ça va rallonger inutilement le temps des cures. Quand même vachement précis. Alors Lacan, sur ces points-là, il pointe un truc au niveau de l'éducation en disant que toute attitude pédagogique envers ses semblables a toujours une face d'une profonde méchanceté. Alors, quand vous souffrez dans des endroits où on enseigne, vous saurez d'où ça vient. Vous pourrez interroger le désir de celui qui enseigne. Faut-il porter alors son action uniquement sur un point de fixation du trauma dont résulterait la névrose? Alors évidemment, il évoque peut-être un peu la névrose traumatique, mais d'une façon générale, c'est autre chose. C'est ce que propose en fait Otto Rank
qui a, lui, nommé une chose qui s'appelle le complexe de fixation à la mère. C'est non, dit Freud sans bavure, car cela se solde toujours par un échec. Donc on a aussi là l'indication de ce que veulent faire les comportementalistes. Parce que d'une certaine façon, ils vont là, à l'endroit où ils pensent que si quelqu'un a une phobie des araignées, il suffit de leur faire une salade de tarentules, et quand ils les auront mangées, ils ne seront plus phobiques. Hein. Voilà. Je dis ça comme ça pour rire, parce que je l'ai lu quelque part, ça. On faisait griller des tarentules, on les assaisonnait. Bon. Raccourcir les cures pour Freud est en fait le plus souvent vouloir se débarrasser des patients. Écrit noir sur blanc. Alors, sur ce point-là, quand même, je crois qu'il n'a pas été très lucide, je ne vais pas dire honnête, très lucide avec le sens de la technique active de Ferenczi. Et même qu'il a été un peu injuste avec lui, si bien il l'a rejeté d'une certaine façon, et d'aucuns disent aujourd'hui que si Freud a inventé la psychanalyse, Ferenczi aurait ouvert la voie à la conception du désir de l'analyste. J'ai trouvé ça intéressant, cette petite remarque comme ça, parce que Lacan le dit pas comme ça. Enfin bon, il y a quelque chose à interroger de ce côté-là. Pour Freud, le meilleur critère que le terme a été atteint est qu'elle aura des effets durables. Lacan, lui, va utiliser le terme d'inoubliable. Et il le rapporte par rapport au petit Hans. Il pointe que la cure du petit Hans n'a pas été finie parce que Freud est intervenu et a fait un court-circuit dans le discours du petit Hans. Je vais le dire un peu plus loin, comment ça se passe, ce truc-là. Et il dit alors aussi autre chose, il dit qu'il ne peut parler des cures, il ne peut pas parler des cures, plutôt, dont le recul du temps depuis leur terminaison n'est pas assez suffisant. Et pour lui, il ne peut pas se contenter de quelques séquences, ça ne lui suffit pas, et ça ne peut pas faire preuve. On entend souvent des exposés comme ça, où on vous parle d'une vignette clinique. On vous présente une petite vignette, d'ailleurs, bien encadrée, et puis l'analyste vous montre, en général, quand quelqu'un présente une vignette clinique, c'est pour montrer comment il travaille bien, ou alors pour montrer comment celui qui ils ont emprunté la vignette intervient mal. Bon, alors, il évoque le cas d'un de ses élèves, qu'il ne nomme pas, mais on sait que c'est Ferenczi, dont il estime que la cure avait été menée jusqu'à son terme, avec succès. Or, quelques années après, peut-être une dizaine d'années ou un peu plus, Ferenczi fait le reproche à Freud de ne lui avoir pas permis de terminer sa cure parce que Freud n'aurait pas interprété son transfert négatif à son endroit. Et Freud répond dans ce texte, ce transfert négatif supposé par Ferenczi n'avait pas été décelé en son temps pendant la cure et que lui, il n'avait aucune raison de l'activer. Comme si c'était une donnée automatique dans la cure qui aurait du transfert négatif. Bon, hein. On sait bien ce que ça veut dire, transfert négatif et transfert positif. Transfert positif, c'est quand on a l'analyste à la bonne, et transfert négatif, c'est quand on le tient à l'œil. Hein. Mais c'est le transfert, c'est tout. L'amour, la haine, ça se mélange. Hein. L'énamoration, disait Lacan. Et après tout, des fois, dans la haine, on est plus lucide que quand on est dans l'amour. Et puis, façon de se défendre, et il a raison, il faut tenir compte des connaissances psychanalytiques de l'époque. Il faisait ce qu'il pouvait, Freud. Il était absolument tout seul. Hein, parce que tous les gens qui l'entouraient le bombardaient de leurs élaborations propres, voulant les mettre en avant, et ne le relançaient pas dans son texte. Hein. C'est assez unique le rapport qu'on a à Lacan en essayant de développer et de comprendre son texte. Dans cette époque-là, non, c'était pas ça. Il avait affaire à des gens assez entreprenants. Hein. Et puis, il reproche à Ferenczi sa théorie qui active parce qu'il aurait voulu obtenir un raccourcissement des cures.
Et il précise justement ses propres critères qui concernent le caractère de l'analyste, on pourrait appeler ça le style, qui est propre à chacun, selon Freud, mais aussi son degré de formation. Il parle de ça. Nous devons viser non à raccourcir les cures, mais à les approfondir. Et, dit-il, l'analyste doit faire une analyse et il doit être convaincu de façon démontrée de l'existence de l'inconscient. Pas seulement croire, mais le démontrer. Son analyse doit aller jusqu'à son terme où les processus de transformation du moi vont se poursuivre spontanément. C'est comme ça qu'il parle. Or, dit Freud, certains analystes, et on comprend que quand il dit ça à Ferenczi et à Otto Rank, certains analystes se confortent de leurs acquis, de leur propre défense, alors qu'ils ne devraient pas rougir de se soumettre périodiquement, tous les 5 ans, à une analyse. Ça, évidemment, c'est une exigence pour ceux qui deviennent analystes en particulier. Ce qui, d'ailleurs, ne va pas leur épargner et même les libérer par rapport aux passions qu'ils peuvent éprouver et qui doivent être vécues et assumées le plus franchement possible, ni leur épargner des conflits à venir. Et là est le passage entre le fini et le transfini de la cure qui suppose un acte supplémentaire, disons, de l'impétrant, de celui qui veut devenir analyste. Freud, vers la fin, ne s'occupait pratiquement que de sujets qui lui venaient du monde entier pour se former comme analyste. C'était ça, surtout. Alors, il y a aussi Freud, je crois qu'il en veut à Otto Rank et à Ferenczi parce que tous les deux s'opposaient à la mise en place de la fondation de l'IPA. Alors il y avait un problème de ceux qui étaient juifs et qui n'étaient pas juifs, et Freud voulait recruter des non-juifs parce qu'il pensait qu'il permettrait de faire perdurer la cure dans le contexte historique qui était le sien. C'est pour ça qu'il y a eu ce drame avec Jung, violent, dont Freud se plaint et qu'il a beaucoup souffert de ça, il comptait beaucoup sur lui, mais surtout parce qu'il a plutôt favorisé Jones que Ferenczi, et que Jones, même à la limite, a tamponné l'action de Freud contre Ferenczi. En fait, Ferenczi concevait la cure, ça j'en parle aussi parce que ça ouvre des horizons à la suite, qui consiste en une introjection de la personne de l'analyste. Sa méthode active la favoriserait, et Freud n'en veut absolument pas. Parce que c'est la pente, justement, à ce qu'il va donner plus tard, la thèse de l'identification à l'analyste, et tout spécialement l'identification au moi de l'analyste. Et ça, il s'y oppose radicalement. Toutes ces notions-là perdurent aujourd'hui dans la notion d'analyse du contre-transfert, c'est-à-dire des analystes qui, à un moment donné, disent à leurs analysants, voilà, je vous aimais à tel endroit, là vous m'avez choqué, enfin toute une série de constellations des affects de l'analyste dont l'analysant n'a pas à être encombré. Et là, on retrouve justement le terme d'immixtion, qui a été introduit par Lacan à propos de son analyse, de son commentaire du rêve de l'injection faite à Irma. Alors, immixtion, c'est un terme qui vient du verbe s'immiscer, c'est-à-dire s'introduire dans le sujet, dans l'autre, et ça a une connotation très péjorative en général. L'immixtion, même pour les tribunaux, c'est même une faute grave, s'immixer. Alors, il y a 3 types d'immixtion pour Lacan. À propos, je vous en parle comme ça, parce qu'on peut le lire dans des textes actuels. Il y a l'immixion signifiante, c'est-à-dire que l'analyste introduit des signifiants qui sont les siens dans le discours de l'analysant. C'est le cas du petit Hans. Vous savez que le petit Hans fait son analyse quand même avec
Freud, même si Freud ne l'a reçu que 2 fois, mais il est intervenu d'une façon telle qu'il s'agit bien d'une analyse. Quand le petit Hans lui raconte l'histoire du plombier, bon, c'est tout le contexte du complexe de castration, le plombier qui est venu enlever la baignoire pour en mettre une plus grande, et puis qui défait le robinet, et Freud, au lieu de laisser finir le petit Hans, il lui dit « va t'en mettre un plus grand robinet hein ». Et pour Lacan, ça a coupé le sifflet, on peut dire, du petit Hans, et il restera toute sa vie fixé à ce truc-là. En gros, même s'il est hétérosexuel, il le considère comme un hétérosexuel passif qui attend justement que les femmes lui demandent pour pouvoir désirer. Ça ne veut pas dire que le petit Hans n'a pas fait une brillante carrière par la suite, mais ce point-là est pour Lacan la marque même de ce que quand Freud retrouve le petit Hans à l'âge de 18 ans, donc plus d'une dizaine d'années après la fin de sa cure, et qui lui parle de son histoire, le petit Hans ne s'en souvient pas très bien. Cet effet d'oubli est probablement un brouillage du fait que son discours n'a pas été jusqu'à son terme. Autre théorie de l'immixtion, c'est l'immixtion des sujets. Alors là, c'est à propos du rêve de l'injection faite à Irma, mais ça peut être autre chose, c'est des sujets qui s'introduisent dans ce que vous dites. Par exemple, vous allez expliquer un cas clinique dans une assemblée d'analystes et les gens vont intervenir, ils vont vous faire des reproches. Vous n'auriez pas dû faire ça comme ça, au lieu de tenir compte de ce que ça a été dit et qu'il faut donner un point d'appui à ce sujet-là pour qu'il puisse progresser dans son travail analytique, on va lui mettre « j'aurais fait comme ça, vous auriez dû faire comme ça ». Ça, c'est l'immixtion des sujets. Et dans le rêve de l'injection faite à Irma, ce sont les 3 personnages, alors je m'en souviens que 2, il y a le médecin ami, et il y a un autre bonhomme, je ne sais pas quoi, oui ou je ne sais pas qui, un proche, un oncle, je crois, c'est ça, qui se moque un peu de Freud, quoi. Il lui dit, bon, ce que vous faites, c'est de la rigolade, quoi, en gros. Hein. Alors que Freud, il est en train d'essayer de comprendre son rêve en se mettant en question dans son rapport à ce qu'il a fait avec Irma. Et puis, la 3e immixtion, alors là, pour moi, c'est l'histoire du rêve à 2, quoi, hein. Que l'analyste fait le même rêve que l'analysant. Lacan, il va chercher ça chez Cocteau, qui raconte ça dans le rêve des Mortimer. C'est un couple qui s'aime et ils font le même rêve. Alors Lacan, il appuie très fort là-dessus. Il dit d'abord, c'est très très rare qu'on fasse le même rêve. Il faut vraiment être dans l'amour de l'autre, pourquoi pas, après tout. Mais en plus, c'est pas parce qu'un analyste fait le même rêve que son analysant que ça a le même sens. Hein? Donc il n'est pas question de communiquer... Enfin, moi, à mon avis, sinon c'est faire de la suggestion, ça. Hein. On n'est pas là pour faire son analyse avec son analysant. Hein. Si vraiment on a besoin de faire son analyse avec son analysant, autant prendre un contrôle et pourquoi pas une autre tranche. Hein. Parce qu'il ne faut pas s'immiscer, justement, dans le discours de l'analysant. Alors, évidemment, comme la parole est le seul moyen de la cure, et que la parole, c'est le rapport sexuel, hein, on peut le dire, c'est comme ça, hein, la parole, c'est le rapport sexuel, on peut comprendre que dans la cure, on flirte avec l'inceste. Hein. Et c'est pour ça que l'analyste, il ne faut pas qu'il jouisse, parce que sinon, ça se réalise dans la cure, et à l'insu de l'analysant, qui finit par peut-être avoir des difficultés avec ça. Hein. Il passe à l'acte d'ailleurs, hein, pour faire jouir l'autre. Freud affirme que le psychique, le biologique, joue vraiment le rôle de roc indépassable qui se trouve sous les structures psychiques. Tout homme doit surmonter son angoisse de castration, donc apprendre à la traverser, et toute femme, pour affirmer sa féminité, qui pour Freud est un fait biologique. Et là, de ce côté-là, même s'il disait que ce que veut la femme, il ne savait pas ce que c'était, il savait qu'il y avait quelque chose qui le dépassait, que la jouissance féminine, c'est une jouissance du corps propre.
Elle n'est pas sans jouissance phallique, donc liée au signifiant, elle éprouve une jouissance propre du corps, donc quelque chose de l'ordre du biologique, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est pas si mal que Freud soit allé jusque-là. Et il n'a pas mis des griffonnages sur la jouissance féminine et sur le désir féminin. Il a avoué qu'il ne savait pas. Continent noir, donc un tableau noir, proposant aux futures générations peut-être de griffonner quelques petites avancées là-dessus. Et ça, là, c'est un acte, ça, dont il s'agit. Surmonter son angoisse de castration ou affirmer sa féminité, c'est un acte qui ne peut s'effectuer que par le consentement d'un sujet qui fait retour au temps premier, là où c'était pour lui l'insondable décision de l'être du sujet, qui accepte son aliénation au signifiant primordial, c'est-à-dire ce qu'on appelle le refoulé originaire, qui le fait entrer chez les humains. La prochaine fois, je reprendrai ça avec les postes freudiens et Lacan. Non sans souligner une petite incise de Freud dans ce texte qui, à ma connaissance, au moins, n'a jamais été relevée par personne, et peut-être même pas par Lacan. Évidemment, je ne peux pas lire Freud dans son texte à la lettre, n'étant pas germanophone et non pas germanophile, comme je l'avais fait, et je l'avais dit dans un lapsus dont je me suis expliqué ailleurs une des fois précédentes. Freud écrit ceci: le véritable effet de la thérapeutique analytique serait donc de corriger après coup le processus primitif du refoulement, donc quelque chose qui produit un bouger dans la structure. Moi, ça me paraît tout à fait fondamental. Puis avant oui. Bon, ça ouvre un débat. Ça ouvre un débat sur ce qui serait analysable ou pas de l'inconscient. On verra comment Lacan introduit là la notion d'autre chose que l'inconscient structuré comme un langage, ce qu'il appelle, lui, l'inconscient réel, qui est à interroger, qui est difficile à saisir. Freud, de son temps, ne disposait pas des termes de réel, ni de signifiant, ni de structure. Mais n'est-ce pas là, chez lui, l'indication d'une voix qui est liée à une intuition absolument géniale? Alors, il faut se rappeler, quand même, que quand Freud intervenait, quand on lit les textes de l'époque, il était le seul à dire ce qu'il disait. C'était sans équivalent. Et ça avait des effets d'impact dans l'interprétation. Vous le lirez dans le truc de Cardinaire, qui n'était pas non plus le premier venu, d'un homme cultivé, qui travaillait, qui étudiait. C'est que ça avait des effets majeurs. Et c'était plutôt des effets de signifiants, des effets de non-sens, que des effets d'explication. Le petit Hans, il en témoigne très bien quand Freud lui dit « Je savais qu'un jour un petit garçon allait naître et qui aimerait trop sa mère et qui aurait peur de son père. » Et le petit Hans, il sort et dit « Mais comment il fait celui-là ?» Il parle avec le bon Dieu pour savoir des choses comme ça. Et il dit à sa mère, à son père plutôt, maintenant ce que je te dis tu ne comprends pas, note-le et le professeur le saura. C'était ça du temps de Freud. Et la pratique de Lacan, qui est tellement difficile à faire passer, c'est du même registre. C'est-à-dire que Lacan intervenait d'une façon absolument inouïe, inédite, et que tous ces séminaires, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, c'était un renouvellement perpétuel de ces concepts, de ces façons de faire, qu'on ne comprenait pas à l'époque. Maintenant, quand vous étudiez Lacan, on étudie Lacan, on connaît son texte, mais on ne connaît pas son énonciation. Il y a très peu de gens qui ont affaire à son énonciation. Or, son énonciation, elle passe très bien dans les écrits, c'est les propres écrits à lui. À mon avis, elle passe moins bien dans les transcriptions des séminaires, parce que les séminaires, ce ne sont pas des écrits de Lacan, ce sont des transcriptions. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ça c'est l'annonce simplement
de ce que Lacan va faire, s'agissant des rapports de la fin de la cure avec ce qu'il appelle la passe à l'analyse, à l'analyste, comme fait de structure. Cette histoire du remaniement, du refoulement originaire, toucher à ce truc-là dans la cure. Alors ne vous méprenez pas, il y a un petit côté chez Lacan adressé à Freud, pousse-toi de là que je m'y mette, et bien entendu, moi je pousse dans ce sens-là forcément. Je relis Freud à travers le texte de Lacan, et je vais plutôt de ce côté-là, parce que moi, Freud me paraît plus simple à lire avec Lacan que la lecture d'autres auteurs que je peux avoir l'occasion de faire à l'occasion. On est passé là donc du fini dans la cure à sa dimension de transfini, c'est-à-dire un au-delà de la castration, passage justement par l'objet de Psitta, qui amène l'analyste finalement à s'interroger toute sa vie sur son inconscient. Il ne pense qu'à ça. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Il ne pense qu'à son inconscient. D'où se construit, ou du moins s'annonce, une éthique du bien-dire, qui n'est pas le beau dire, du bien-dire, pas seulement dans la psychanalyse, mais aussi du psychanalyste dans ses rapports avec le monde. Voilà. Merci. Très bien. Alors évidemment, il y avait beaucoup de choses, entre autres, à préciser. Et à entendre la manière dont vous les avez articulées, il m'est resté là plusieurs éléments tout à fait importants. D'une part, on peut entendre dans ce que vous dites à quel point Freud, en passant de la première topique à la deuxième topique, d'une façon tout à fait étonnante et renversante, l'a fait avec son désir d'analyste, quitte à se retrouver quitté par ceux qui l'accompagnaient jusque-là, comme au fond il a accepté cette solitude pour de ses anciens analysants devenir analystes, pour maintenir quelque chose qui était pour lui décisionnel dans ce que devait être l'analyse pour perdurer et se développer. Mais également, j'ai entendu à quel point vous avez insisté, ça me paraît vraiment important, sur cette question de rêve, qu'il n'y a jamais, c'est à propos de l'émission, il n'y a jamais de mélange des inconscients. Au mieux, il y aurait peut-être voisinage dans l'amour, mais encore, de quel amour s'agit-il à ce moment-là? Et dans le transfert, on pourrait dire. Et c'est à travailler, ça, bien sûr. Transamour, disent certains. Et peut-être aussi, enfin, sur quoi vous avez insisté, sur la question de ce qui chute de la cause du désir à la fin d'une analyse d'un analyste. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est plus fixé quelque part sur des sujets, mais sur quelque chose qui va l'interroger constamment, puisque c'est dans un lieu qui d'ailleurs était probablement ce que Freud visait aussi, sans pouvoir le nommer comme aujourd'hui. On le nomme avec d'autres écritures qui se sont faites. Un lieu exigeant et quasi innommable, enfin, voilà. Conscient du côté du réel. Voilà, quelques remarques pour ouvrir aux questions, aux remarques des personnes qui sont là, et aux réponses. Patrick, si vous voulez bien
Il y a quelque chose. Je vais attendre peut-être d'autres questions comme ça. Une question à vous poser par rapport à votre titre et à la notion de transfini qui pour moi n'est pas claire. Tout d'abord, à quel endroit de Lacan ça se trouve, cette idée d'une analyse transfinie? Non, il y a du fini et du transfini. Oui. Car il fait un usage, je pense qu'il fait un usage analogique entre la théorie des nombres finis et des transfinis, des ordinaux et des cardinaux. Mais ce transfini, c'est pour ça que je l'ai repris sur le mode de cette histoire de satisfaction. Parce que c'est pas la satisfaction, je dirais, ordinaire, c'est une satisfaction durable, quelles que soient les circonstances de la vie, qui ferait qu'un sujet viendrait dans cette position où il va avoir, je ne dirais pas cette satisfaction comme étant forcément un plaisir, mais comme étant une capacité à affronter ce qui va être son réel dans sa vie. C'est ça que je veux dire. Et non pas sur un mode symptomatique, sur un mode de réponse, je dirais pas toujours calculé, mais qui l'amène à tenter de donner des réponses logiques aux questions qu'il va se poser. Autrement dit, pour le dire autrement, Lacan, il le dit lui-même d'ailleurs, il n'a pas cherché à être original, il le dit, il a cherché à être logique. Et c'est pour ça qu'il est constamment, il revient constamment sur Freud pour montrer qu'il lui donne des suites logiques. Par conséquent, quand des questions se posent en dehors de des cures, dans des lieux où on discute entre nous, ou des choses comme ça, quand des questions viennent, il faut entendre d'où elles viennent et comment leur donner une réponse qui puisse permettre au sujet qui les pose de faire une avancée. C'est un peu de ce côté-là que je situe les choses. Alors, je crois que la limite entre ce que l'on appelle le fantasme, c'est une phrase, en gros. Hein, une phrase qui a une signification absolue. Et d'une certaine façon, quand Lacan parle de traversée du fantasme, évidemment, il y a des gens qui ont interprété ça comme la traversée à travers un cerceau de papier, comme on peut le voir au cirque. Non, il s'agit d'un parcours de sa structure qui fait qu'à un moment donné, ça touche à une limite. Mais il y a un au-delà sur lequel Freud bute, mais que Lacan donne à partir de sa découverte de l'objet petit a. Il y a un passage de ce côté-là. C'est-à-dire que le sujet qui était assujetti, disons, à son fantasme, peut trouver une position où, comme objet, il va pouvoir s'interroger sur une suite qui est celle de son affrontement au réel. C'est comme ça que j'entends la chose. Hein. Pour répondre un peu. Vous le reliez à la traversée du fantasme? Je dis que c'est un des points importants. Hein. C'est une des occurrences de Lacan que la traversée du fantasme. Il a donné d'autres occurrences par la suite, qui sont difficiles à repérer dans son texte. Il a donné une référence, par exemple, au nœud borroméen, en 1977. Il a dit que la passe, c'était reconnaître un nœud borroméen dans le noir. Je dois dire que c'est très énigmatique, mais ça veut dire que ça n'est plus la même structure que la traversée du fantasme. Ça touche à quelque chose d'un nouage qui serait à repérer dans la passe. Et puis, il a avancé dans la même période l'histoire de l'inconscient réel, qui, lui, n'est pas un au-delà que l'inconscient structuré comme un langage, mais qui est autre chose, c'est-à-dire qui ne s'analyse pas. Ce n'est plus un savoir supposé, c'est un savoir qui est déposé par la langue, comme par exemple le lapsus, qui vient dans le discours d'un sujet, un signifiant qui vient du réel et qui le fait faire un lapsus, par exemple, et qui n'est pas analysable, qui met en question d'ailleurs les utilisations psychologisantes de la psychanalyse, qui interprètent à tour de bras les mots, les lapsus des hommes politiques. Maintenant, c'est passé de mode, enfin bon, on fait autre chose, on passe son temps dans tous les journaux, on parle des lapsus d'un tel et un tel, quoi. Il y a donc différentes... Mais c'est une question ouverte. Moi, c'est pour ça que je suis revenu sur l'histoire du correction après coup
du refoulement originaire. Ça me paraît être plus essentiel même que de parler de la traversée du fantasme, puisqu'il y aurait quelque chose de touché du refoulement originaire et peut-être de quelque chose qui pourrait changer définitivement. Qui serait définitif, il n'y aurait pas un retour en arrière. Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est un passage du A au Aleph? Dites-le, allez-y, je sais pas, allez-y. Oui. Vous savez que les nombres finis, on n'a pas fini de les donner, hein. Les nombres entiers, il n'y a pas de fin. C'est pas du tout fini, puisque tous les jours on en découvre des nouveaux. Ils sont calculés par des mathématiciens qui communiquent avec ça. Alors c'est la question des transfinis qui permettent de faire un nouvel agencement pour dépasser la notion de fini. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé là du passage du fantasme qui ne fonctionne plus, non pas comme la pulsion, mais qui devient la pulsion. Et donc la satisfaction pulsionnelle, durable. À propos de l'immixtion des sujets dont vous nous avez parlé à la fin, ça m'a éclairé sur quelque chose que j'ai apporté la dernière fois sur les contrôles qui m'interrogeaient. Mais je crois que c'était assez clair, comme vous l'avez amené là, pour me faire poursuivre sur la question que j'avais. Les contrôles tels qu'ils sont faits, dans le mauvais sens du contrôle, c'est-à-dire que le contrôleur fait savoir quelque chose à l'analyste qui parle de son patient, est une immixtion du sujet contrôleur, alors que dans ce que j'ai pu lire, on a pas mal d'ouvrages là-dessus, d'analystes en contrôle chez Lacan. Il n'apportait absolument rien de son propre langage, et il laissait évidemment l'analysant faire avec ce qui lui venait dans sa parole à propos de son patient. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas d'immixtion du contrôleur. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, s'il y a une immixtion du contrôleur, autant refaire une tranche, parce que l'analyse savant est dans ses signifiants à lui. Donc je crois que c'est quelque chose qui m'a tout à fait éclairé par rapport, je n'arrivais pas à expliquer la dernière fois pourquoi. On entend bien, oui, tout ce qui est immixtion, dont il a parlé d'ailleurs, Freud à propos de Dora, c'est probablement un des textes les plus... Il utilise le terme d'immixtion à propos de Dora. Vous l'avez dit comme ça tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on entend bien qu'il y a quelque chose où l'analyste n'a absolument pas à se mêler de ce que l'analysant est en train de poursuivre dans son propre voyage. Hein. C'est comme cette histoire de rêves qui ne peuvent pas se mélanger, de signifiants qui ne peuvent pas être injectés, dans la mesure où chacun avait quand même son rapport au réel et sa jouissance. Tout ça, c'est bien particulier à chacun. Alors il y a quand même des possibilités de rectifier les choses, parce que d'abord, l'analysant, c'est un sujet parlant, il n'est pas sous hypnose. En principe, il ne devrait pas être sous hypnose. Donc il peut protester, déjà. En même temps, il peut réagir par un acting out. Donc ça veut dire à l'analyste, là j'ai fait quelque chose, il faut que je m'interroge sur où est mon intervention qui a produit un acting out. Ou alors ça peut déclencher un passage à l'acte aussi. Au fond, hein. Freud comme Lacan, d'ailleurs, Freud c'est clair, toutes les règles techniques qu'il donne montrent bien qu'il a fait toutes les conneries qu'il dit qu'il ne faut plus faire, c'est ça, parce que c'est ça qu'il a fait. Hein. Voilà, bon. Il a dit à l'homme au loup, dans 6 mois, pof, la cure s'arrête. L'autre paniqué, il finit par lui pondre un rêve qui a fait les délices de la littérature analytique, mais au fond, Freud, il a fait ça avec Cardinaire aussi. Cardinaire, il aurait voulu continuer à travailler avec lui, et puis Freud lui avait fixé à telle date, au mois d'août, terminé. Et Freud, il s'en explique ailleurs en disant, de toute façon, si l'analyste ne tient pas à ce qu'il a décidé, on va perdre confiance en lui, il va perdre son autorité. Il parlait comme ça, Freud aussi. Hein. Il disait, c'est comme le lion, il ne saute qu'une fois.
Et dans l'interprétation, c'était comme ça aussi. Puis une interprétation, c'est l'analyse qui a raison. Il va falloir trouver un moyen de réouvrir les questions. Attention, l'interprétation dont je parle, c'est celle qui touche à l'équivoque signifiante. C'est pas l'explication vous avez fait Polytechnique parce que votre grand-père a trompé votre grand-mère et qu'il avait une maîtresse dont le père lui-même était polytechnicien. C'est pas ça. C'est vraiment de l'équivoque signifiant dont il s'agit. Puis les analysants, ils repèrent très vite que l'analyste, il intervient à ce niveau-là. Ils le savent très bien. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que au fond, quand ils parlent dans la cure, eux-mêmes, ils font les scansions. Parce qu'ils attendent l'analyste sur des termes qui vont sortir. Ils voient bien qu'ils sortent quelque chose qui n'est pas de la signification. Et ils viennent demander à l'analyste d'intervenir à ce moment-là. Et l'analyste, il est aspiré par ça. C'est pas parce qu'il a le même fantasme, c'est parce qu'il est aspiré dans le... il dépend de ce que dit l'analysant, il est aspiré là-dedans et il intervient à cet endroit-là. Parfois, ils nous disent même « Ah, je sais que vous allez arrêter maintenant. » Ah ben même, il fait silence parce que ça y est, il a dit quoi. Ils savent. Est-ce qu'il explique, Freud Comment? Est-ce qu'à un endroit ou à un autre, Freud explique pourquoi il a dit à un patient, voilà, dans 6 mois, c'est terminé. Parce qu'il en a marre de l'homme au loup qui lui raconte des tas de salades, et il n'arrive à obtenir aucun matériel, donc il finit, il lui dit voilà, il met la pression. Après il dit qu'il a fait une faute, il dit qu'il considère qu'il ne faut pas le faire. Il a fait ça pour Cardinal, mais pour d'autres aussi il l'a fait. Simplement, il faut pas... Dans l'article que vous amenez là, il parle justement des longueurs. Il dit, voilà, oui, c'est ça. De reprendre. En 39, voilà. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Oui, alors, on arrête ou on n'arrête pas, et ça questionne même aujourd'hui les pratiques actuelles. Enfin, les personnes qui viennent nous voir pas spécialement pour des analyses, et qui ont vu que ça aille vite, et qui souhaitent, quand est-ce que ça... Voilà, ok, j'y vais, mais... vous pensez que j'en ai pas pour combien de temps voilà. Oui, mais il y a des questions comme ça. Oui, bien sûr, il y a des questions. D'ailleurs, il y a une pression sociale liée au... Parce qu'il faut que tout aille vite. C'est la règle de l'efficacité, oui, c'est ça. Oui, bien sûr que ça existe. C'est intéressant de questionner ça. Oui, c'est pour ça que je pense que ce que dit Freud, c'est assez actuel. C'est des questions dont nous avons à faire. Mais seulement lui, il réglait ça il faisait 6 mois, lui, en gros. Oui, 6 mois, mais ça s'est allongé pour des raisons que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est tout, petit à petit. Bien sûr que c'est une question centrale. Mais il y a déjà chez Freud des critères qui nous ouvrent l'horizon de ce qu'on peut répondre contre les déviations, c'est-à-dire il ne s'agit pas de fixer le sujet, s'identifier à l'analyste, il ne s'agit pas d'un certain nombre de choses comme ça, il s'agit d'autres choses. Quand il parle de transformation spontanée du moi qui vont se faire spontanément dans la suite, c'est une façon de dire qu'à un moment donné, l'analyse est finie, mais le travail continue pour l'analyste, qui continue à interroger son propre désir et ses propres signifiants. Lacan disait ça autrement, il passait tout le temps à son inconscient et il passait son temps à faire la passe, il le disait comme ça. Et c'était pas du tout fin, ça, c'était vraiment... Freud, c'est pareil, il passe son temps à s'interroger sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. C'est pour ça que la deuxième topique, à un moment donné, on se demandait où il allait, mais moi j'ai trouvé que ça donnait l'indication de ce qui va venir comme déviation après lui. Donc, vous voyez, quand Lacan il balance à Bruxelles, et tout le monde a oublié la suite, il balance que la psychanalyse est une escroquerie. Non, ça a des effets, hein. Les gens, ils sont des escrocs. Il le dit d'une telle façon que si on oublie ce qu'il y a le contexte autour, c'est une escroquerie, quoi. Est-ce qu'il a parlé de ses erreurs, Lacan? Parce qu'il a abondamment commenté les erreurs de tous les autres. Oh, il a dit tout ce que je vous recommande de ne pas faire, qu'il l'avait fait, bon, c'est tout. Quand il parle d'un contrôle en disant au début ceux qui viennent me demander un contrôle,
ils sont comme des rhinocéros dans la porcelaine, ils font absolument n'importe quoi. Toute la salle, il y avait au moins une cinquantaine de gens qui étaient en contrôle chez lui, qui écoutaient ça. Et je les approuve toujours, ils ont toujours raison. Pourquoi il dit ça? Il dit pas qu'il encourage à faire des conneries, mais il dit que de toute façon, comme ils l'ont fait, il faut travailler avec ça. Et après, ils apprendront à manier. Je pense que Lacan ne s'est pas caché de ces... Il a changé les changements de plan, les changements de définition de ces coordonnées théoriques, y compris de ces structures, montrent bien qu'il a tenu compte de sa pratique pour le faire. Sinon, c'est pas simplement un développement d'un savoir intellectuel, de la connaissance. Ça lui vient de sa pratique. Et il fait justement un retour encore plus accentué vers Freud à la fin de son enseignement. Là où on pensait qu'il était le plus éloigné possible, il revient là-dessus d'une façon magistrale, je trouve. Très bien. On peut arrêter, merci. On arrête, allez.